présenter le cadre juridique sécurisé de l'OHADA. Je ne sais pas si les organisateurs ont bien fait de m'avoir confié cette tâche, donc puis les risques. Je ne sais pas si je serai à la hauteur parce qu'on a dit cadre sécurisé de l'OHADA. Ça veut dire que c'est tout le droit OHADA. Tout le droit OHADA. Je ne sais pas si je pourrais parcourir les 2645 articles pour tirer ce qui est utile. Alors, j'ai modifié légèrement le titre pour dire un cadre sécurisé pour le capital risque. Et puis je me suis rendu compte en venant ici ce matin qu'au fond, on parlait plus de capital investissement. Capital risque, capital investissement. On doit peut-être, à un moment donné, trouver le terme juste. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'OHADA et le capital risque ont une histoire commune. Ce sont deux préoccupations communes. En fait, d'une part, l'OHADA a pour raison d'être l'investissement, pour promouvoir l'investissement. Le capital risque également est un moyen de réaliser l'investissement. Alors, ensuite, on peut dire qu'il y a un cheminement commun à l'OHADA et au capital risque, dans la mesure où l'OHADA est un modèle dynamique. Le président de la CGA ne me démentira pas. C'est un modèle attractif, puisque depuis sa création, je crois qu'à sa création, il y avait 14 pays. Maintenant, il y a 17. Et bientôt, il y aura peut-être 18, puisqu'on annonce les fiançailles avec le Burundi. Alors, il y a une activité jurisprudentielle soutenue, une activité normative. Tout à l'heure, le représentant du ministre disait 10 actes uniformes. 10 actes uniformes, plus les règlements. Il y a une doctrine conséquente. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de travaux de recherche, beaucoup de thèses sur l'OHADA. Et le capital risque. Le capital risque aussi connaît une évolution extraordinaire. Quand on était étudiant, on n'en avait jamais entendu parler. Aujourd'hui, le capital risque s'impose comme un mode de financement majeur. Et les fonds se créent tous les jours. Et on lit dans la presse les success stories de gens qui ont créé des fonds et qui se sont enrichis grandement. Donc alors, les fonds d'investissement évoluent de façon extraordinaire. Les mécanismes d'intervention se diversifient. Et, comme il a été dit tout à l'heure, on remarque qu'il y a un intérêt accru pour l'Afrique. Je pense que l'Afrique va être peut-être pour les prochaines années le terrain d'élection des sociétés de capital risque ou des entreprises de capital investissement. Alors, le cadre de l'OHADA, on peut présenter ça en quelques points, en disant que l'OHADA, c'est une activité normative soutenue, je l'ai dit tout à l'heure. Non seulement il y a 10 actes uniformes, mais sur les 10 actes uniformes, il y a 6 qui ont été modifiés, qui ont été refondus pour tenir compte des problèmes rencontrés sur le terrain, mais pour tenir compte également des meilleures pratiques internationales. C'est-à-dire qu'on a intégré au fur et à mesure dans le corps de règles de l'OHADA les meilleures pratiques internationales. Donc l'OHADA est soluble dans le droit, j'allais dire mondial, si on peut parler du droit mondial, dans ce qui se fait en tout cas de mieux aujourd'hui. Alors, l'OHADA a un dispositif institutionnel qui est mature. On a une conférence des chefs d'État qui n'intervient pas beaucoup, mais on a un conseil des ministres qui est dynamique, qui se réunit plusieurs fois dans l'année,
qui adoptent les actes uniformes. On a également une cour commune de justice et d'arbitrage qui a déjà évolué, du moins par sa composition, par la création de nouvelles chambres et par la production jurisprudentielle. Aujourd'hui, la CCJA s'est imposée et régule l'application des actes uniformes sur le continent. Il y a même des approches qui sont intéressantes dans la mesure où la CCJA se déplace vers les justiciables ou dans les audiences foraines. Alors, il y a également une meilleure formation des acteurs parce qu'il y a l'école régionale supérieure de la magistrature qui, au début, a offert des formations générales qui, aujourd'hui, offre des formations spécialisées et même diplômantes. Donc alors, les acteurs sont formés et le droit de l'OHADA est accessible au sens propre, c'est-à-dire que c'est un droit qu'on peut trouver sur les sites. On peut avoir accès à ce droit aujourd'hui. On a des codes, on a le code vert, le code bleu et d'autres. Alors donc ce droit est accessible. Il est accessible aussi dans l'autre sens du terme, c'est-à-dire qu'il est, comme je disais tout à l'heure, il est proche de ce qui se fait dans le monde. Donc il n'est pas en décalage par rapport à ce qui se fait. Je raconte toujours mon histoire. J'étais au Burundi. On m'avait demandé de former les magistrats du tribunal de commerce et donc au droit des affaires. Et j'avais à travailler sur les procédures collectives. Aucun livre sur les procédures collectives au Burundi. Le droit burundais est inspiré du droit belge, imbuvable, parce qu'on a gardé des vestiges de l'ancien droit belge, incompréhensible. Donc j'ai eu tout le mal du monde à potasser. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire une formation sur les procédures collectives, vous avez des documents, vous avez des ouvrages, vous avez des thèses, vous avez une documentation conséquente. Donc alors, l'OHADA est un droit accessible. Et l'accessibilité est un des éléments de la sécurité juridique. Alors, maintenant, parlons un peu du capital risque. Capital risque, capital investissement. Bon, alors, j'ai cherché, j'ai trouvé la définition qui a été donnée par Jean-Jacques Degre. Jean-Jacques Degre dit que l'opération de capital risque est une prise de participation dans une société non cotée. Il a dit non cotée. Donc c'est la première définition du capital risque. Au sens strict, c'est d'abord une société cotée. Donc on participe au fonds propre de la société. Donc, c'est un investissement en fonds propres. Ça veut dire que celui qui investit devient associé. D'accord? Au sens strict. Ensuite, il y a la recherche d'un gain. Un gain à plus ou moins long terme. Cette définition peut être élargie. Et recouvrer un peu le sujet qui nous rassemble. Alors, on constate aujourd'hui que les établissements qui font du capital risque ou du capital investissement font des métiers qu'on pourrait dire différents. D'abord, il y a ceux qui fournissent l'argent de démarrage, comme on dit le capital d'amorçage, le capital qui va servir par exemple à financer les prototypes. On n'a pas encore tout à fait démarré l'affaire. Il y a ceux qui financent les start-up. Bon, on sait que ce sont des entreprises, ce sont des jeunes pousses comme on dit, mais qui ont un fort potentiel, qui sont en quête d'un business model. Donc alors, il y a ceux qui se consacrent aux start-up. Il y a ceux qui font du capital investissement au sens strict, c'est-à-dire qui financent la croissance de l'entreprise. Et puis il y a ceux qui interviennent dans des situations comme la transmission d'entreprise
la transmission d'entreprise ou alors le retournement d'entreprise, parce que l'entreprise est en difficulté, elle a besoin de fonds, elle est en redressement par exemple, en situation de redressement judiciaire, alors elle peut avoir recours à un apporteur de capitaux à ce moment-là. Donc c'est une activité à plusieurs facettes. Et je crois que les intervenants qui vont venir après moi vont donner des détails. On dit qu'on est minoritaire, on peut être aussi majoritaire, on prend le contrôle de la société. On peut s'impliquer dans la gestion, on dit qu'on a hands-on, on peut être extérieur à la gestion, on dit qu'on a les mains en dehors, c'est-à-dire hands-off. Donc l'investisseur ne désire pas prendre parti et faire partie prendre part au risque de gestion de l'entreprise. Alors, la question que nous pouvons nous poser, puisque nous avons défini les deux termes, le OHADA et le capital risque, est-ce que le OHADA offre un cadre sécurisé pour le capital risque? Alors, on peut avoir deux réponses. La première réponse, qui peut paraître décevante, c'est que le OHADA n'a pas envisagé spécialement le capital risque, le capital investissement. Mais le droit OHADA s'accommode du capital risque. Donc, il y a quand même dans le texte de l'OHADA des dispositifs qui permettent de promouvoir le capital investissement. Ces dispositifs peuvent être améliorés. Alors, nous allons maintenant envisager cette adéquation, rechercher cette adéquation entre le droit OHADA et le capital investissement ou le capital risque à travers les structures et à travers l'activité. Les structures. Alors, le OHADA réserve un bon accueil pour les structures de capital risque. On a les fonds d'investissement qui sont une copropriété. Bon, cette copropriété de valeur n'est pas régie par le droit OHADA, mais dans notre système par la réglementation des marchés financiers. Nous avons également, dans le OHADA, nous avons depuis la réforme de 2014, nous avons dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, nous avons l'introduction de la SAS, la société par action simplifiée, dont la caractéristique principale est d'être une société souple, avec la possibilité pour les associés d'introduire dans les statuts des pactes qui reflètent leurs désirs, qui traduisent leurs particularités. Donc alors une société très souple où le législateur n'impose que le président. Donc tout le reste de l'organisation est laissé à la liberté des parties. Cette SAS peut être à capital variable ou à capital fixe. Alors, le capital variable n'existait pas, a été introduit récemment, c'est-à-dire en 2014. Donc les investisseurs peuvent partir en apportant leur mise. Donc alors, cette société à capital variable permet aux entreprises de capital risque ou de capital investissement d'accueillir des investisseurs et de leur laisser la liberté de repartir avec leur mise. Il y a notre vieille société anonyme qui a été aussi rénovée avec la création des comités d'audit et des comités de rémunération, etc., qui permettent aux sociétés de capital risque de participer aux décisions du conseil d'administration en les préparant. Cette SA peut être aussi à capital fixe
ou à capital variable. Alors, le législateur de l'OHADA ne parle pas de la société holding, holding de reprise, il n'en parle pas, mais il ne s'y oppose pas. Rien dans les textes ne s'y oppose. Alors, s'agissant de l'activité des sociétés à capital, de capital risque ou de capital investissement, on peut dire que l'entrée est sécurisée. L'entrée pour les fonds d'investissement, l'entrée dans les sociétés est sécurisée. Le législateur réglemente les participations. Il interdit les participations croisées, en tout cas, il limite les participations croisées. D'accord. Il également permet la prise de participation, les achats massifs, la prise de contrôle. D'accord. Il permet également les opérations de fusion pour les fonds qui veulent aller plus loin que la simple participation, les opérations de fusion, que ce soit une fusion-absorption, une fusion-scission ou la scission elle-même. Également, les apports partiels d'actifs sont possibles dans le droit OHADA. Le droit OHADA les réglemente et même donne des garanties aux investisseurs en prévoyant notamment l'intervention d'un commissaire à la fusion. Alors, également, pour les instruments financiers, les valeurs mobilières, le législateur réglemente les valeurs mobilières, mais introduit aussi ce qu'on appelle les valeurs mobilières composées, c'est-à-dire des types de créances qui donnent accès au capital. Donc les obligations avec bons de souscription, les obligations convertibles, les obligations remboursables, les obligations échangeables, etc. Tout est possible maintenant en droit OHADA. Également, le législateur reconnaît aussi les obligations subordonnées, qui sont des quasi-fonds propres. C'est-à-dire que les obligations subordonnées laissent la possibilité à celui qui les a souscrites de rester parmi les derniers créanciers à être payés. Alors, s'agissant de l'activité, donc l'exercice des droits, alors, le législateur avait, dans la première version de l'acte uniforme, il n'était pas très clair que les associés avaient la liberté de recourir au pacte d'actionnaires. On pouvait le déduire de certaines dispositions de façon implicite, mais là, de manière très claire, le législateur a affirmé qu'il peut avoir des pactes statutaires ou extra-statutaires. Donc alors, les pactes extra-statutaires vont permettre aux investisseurs de régler quelques problèmes avec les propriétaires de la société dans laquelle ils interviennent, d'accord, c'est-à-dire de ménager notamment l'exercice de leurs droits et, comme nous le verrons tout à l'heure, de ménager leur sortie. Alors, il y a donc le droit de sortie, donc, avec la possibilité des promesses de cession à prix plancher, d'accord, c'est-à-dire que l'investisseur qui vient dans la société, en prenant une part des fonds propres, n'a pas envie de rester tout le temps, il a envie de partir un jour, donc il faut ménager sa sortie. D'accord. Donc le législateur permet le droit de sortie. Alors, il y a également le règlement des litiges, lorsqu'il survient un litige entre l'investisseur et les sociétés bénéficiaires, il peut avoir recours à l'arbitrage, même si une convention d'arbitrage n'a pas été signée, dès lors que le Code des investissements le prévoit, ou un traité bilatéral ou multilatéral auquel les deux sont parties le prévoient.
il y a également un renouveau du droit des sûretés. Un renouveau du droit des sûretés. Le législateur a étendu les sûretés à de nouveaux objets, a assoupli les formalités, si bien que la garantie offerte est beaucoup plus sûre pour les entreprises à capital investissement. Alors, voilà ce que le législateur a prévu, mais il y a des possibilités d'amélioration. Les possibilités d'amélioration concernant les structures. Ce qu'on peut constater dans notre droit, c'est que les structures qui exercent l'activité de capital investissement revêtent des formes diverses. Il peut s'agir de sociétés, il peut s'agir de fonds communs, d'organismes de placement collectif, de valeurs mobilières. Alors, est-ce que le statut qu'on leur réserve est suffisant? Ce que nous constatons, c'est qu'il y a, comme je disais au début, il y a comme un partage des compétences. La Commission régionale de l'épargne publique et des marchés financiers a compétence pour réglementer les organismes de placement collectif et de valeurs mobilières. Donc alors, pour cette réglementation, il faut aller voir dans les textes de la Commission régionale. Alors que l'OHADA réglemente les sociétés. Nous sommes d'accord? Donc alors, il y a une adéquation qui reste à faire. Par exemple, pour les sociétés d'investissement à capital variable, vous avez des dispositions qui sont dans le règlement de la Commission régionale de l'épargne et des marchés financiers. Le nom est tellement long, je pense qu'ils pensent à réduire le nom, à l'appeler maintenant autorité régionale, donc ça serait plus facile. Donc alors, il faudrait aller regarder dans le texte. Donc il y a une inadéquation des textes, d'accord? Les dispositions figurant dans les textes de l'autorité régionale, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour régir une société d'investissement à capital variable. Le législateur se contente de dire on va fixer le capital, etc., etc. S'agissant des fonds communs de placement, des fonds communs de placement, leur statut juridique relève du droit commun. Ce sont des copropriétés de valeurs mobilières qui dépendent du droit des obligations. Donc alors, pour une entreprise, il faut aller chercher les textes applicables dans 3 sources. Les actes uniformes de l'OHADA, la réglementation de l'autorité régionale et le droit commun. Or, ce droit commun n'est pas si commun que ça, parce qu'il varie d'un État à l'autre. Alors, donc, il n'y a pas de passerelle entre les différents droits. Et d'une région, c'est-à-dire on est la CEMAC, on a la CEMAC en Afrique centrale et l'UMOA en Afrique de l'Ouest, d'une région à l'autre, ça peut varier. Donc alors, ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Et également, on constate que dans la réglementation de la création des organismes de placement collectif de valeurs mobilières, il y a une restriction. C'est-à-dire le législateur est très rigide dans la création des fonds. Et la création des fonds est tout à fait limitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fonds dédiés, alors que nous sommes dans un pays en voie de développement, on peut avoir des fonds dédiés au développement. Donc alors on ne facilite pas la création de ces fonds. Donc il y a un effort à faire pour faciliter la création de ces fonds. Alors, donc, ensuite, à propos de
de l'activité, des entreprises de capital risque ou de capital investissement, l'essentiel de ce que ces entreprises font, c'est d'entrer dans le capital de la société bénéficiaire. Ou alors, de façon plus large, de contribuer, de participer à ces fonds propres. Alors, mais leur souci, le plus souvent, le souci, c'est de repartir. Le souci, c'est de repartir. Alors, pour repartir, il faut qu'au moment où la société de capital de risque s'engage, elle ait la certitude que le moment venu, elle pourra partir librement. Donc alors, il y a des conventions de cession qui sont signées à ce moment de l'entrée dans le capital, parce qu'au moment où on va partir, on va pouvoir partir facilement. Mais vous savez, les vicissitudes de la société font que, à un moment donné, au moment de partir, les valeurs ont chuté, le taux des valeurs mobilières a chuté, et l'investisseur, qui n'est pas un bienfaiteur, il réalise un business, il voudrait repartir au moins avec sa mise. L'idée, c'est de faire une plus-value. Alors, au moment de partir, alors on lui dit, mais écoutez, si on vous rétrocède les actions au prix qu'on avait fixé dans le contrat au moment où on a conclu, ça veut dire que vous ne participez pas aux pertes. Alors, ce problème a été posé à un droit français, ne s'est jamais posé à un droit au WADA. On ne sait pas qu'est-ce que le législateur, le juge va dire quand il sera saisi. Donc il y a une petite incertitude de ce fait-là. D'accord. Il y a également le problème du coût d'accordéon. Lorsque la société est en difficulté et qu'il y a retournement, alors l'entreprise qui va participer au retournement, par exemple, va participer à l'augmentation du capital après qu'on ait réduit le capital à zéro. Quand on a réduit le capital à zéro, les associés qui étaient associés vont se retrouver out, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de titres, ils n'ont plus de parts, ils n'ont plus d'actions. Ils se trouvent de ce fait exclus. Et pour ne rien arranger, on va suspendre le droit préférentiel de souscription pour permettre à l'investisseur de souscrire. Donc alors, s'il n'a pas le droit préférentiel de souscription, et s'il n'a plus d'action, donc alors il est viré. Alors, on ne sait pas ce que le juge va dire quand il sera saisi. Alors, ça, ce sont des questions qui peuvent être posées, qui peuvent être réglées d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas si le juge de l'OADA va raisonner comme le juge français, mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions. Alors, également, on peut se poser la question de la responsabilité des entreprises de capital risque qui participent au capital. Alors, souvent, ces entreprises peuvent souhaiter faire partie du conseil d'administration. Comme partie du conseil d'administration, donc participe aux décisions. Si on participe aux décisions, alors, s'il y a des fautes qui sont commises, alors, et que la société se retrouve en liquidation, les créanciers peuvent toujours dire « Ah oui, mais vous avez contribué par votre faute à aggraver le déficit de la société, donc vous avez une responsabilité. » Donc les dirigeants, la responsabilité des dirigeants peut toucher aussi les dirigeants de fait et les dirigeants et les administrateurs de façon générale. Donc alors, ça peut être un peu une difficulté aussi qui serait à résoudre. Voilà quelques-unes des questions que
voulais aborder avec vous pour tracer le cadre. Donc, moi, je dis que c'est introductif. D'accord? Donc, j'ai fait mon introduction, pas la leçon inaugurale, mais la leçon introductive. Merci. Merci, monsieur le professeur. En tout cas, je crois que c'est tout comme présentation ou leçon inaugurale. Je ne vais quand même pas me permettre de reprendre ce que vous avez dit. Le professeur Santos a été un de mes formateurs. Il y a 7 ans, au concours d'agrégation, j'étais là à Lomé pour les préparations au concours d'agrégation et il était dans le jury. Donc je le dis avec beaucoup de fierté, il a participé en tout cas à mon élévation au grade de maître de conférence agrégée. De ce que je retiens de votre brillante présentation, l'OHADA a mis en place des structures d'accueil des entreprises qui veulent investir, mais il faut aller chercher dans différents textes, par exemple les textes de l'UEMOA, les textes de la CEMAC, et aussi nous avons comme structure d'accueil la Société par action simplifiée, qui pourrait être une société à capital fixe ou une société à capital variable. Nous avons aussi des instruments juridiques tels que les valeurs mobilières composées, et nous avons également les obligations subordonnées ou les quasi-fonds propres. Il y a également des mécanismes de règlement des différends tels que l'arbitrage, mais vous avez exprimé quelques regrets. Notamment, il y a bel et bien des possibilités d'amélioration, surtout l'amélioration de l'articulation entre l'OHADA, la CEMAC et l'UEMOA. Des questions, par exemple, concernant le coût d'accordéon qui ne sont pas véritablement résolues. Et enfin, lorsque une entreprise qui a reçu un investissement est en difficulté, la question de la responsabilité des investisseurs se pose. Donc nous donnons 15 minutes au public pour poser un certain nombre de questions avant de prendre la pause. Donc la parole est à qui veut la prendre. Merci beaucoup, professeur Santos. Vous avez fait cas donc, de la Société par action simplifiée et j'aimerais savoir si de votre expérience c'est cette forme-là donc, de société qui conviendrait donc, que ce soit aux investisseurs comme aux propriétaires donc, de cette société-là. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais également dire merci au professeur Santos, qui est mon maître, pour cette brillante présentation. J'avoue que je voudrais encore l'entendre continuer pas parler, mais il a pu s'arrêter. En tout cas, merci professeur. Mais j'ai une question pour vous. C'est bien vrai que vous avez présenté la sécurité, le cadre sécuritaire qu'offre l'OHADA au capital risque, capital investissement. Et tel que vous l'aviez présenté, on voit que l'OHADA accueille véritablement le capital risque, capital investissement avec quelques possibilités d'amélioration. Est-ce que selon vous, il serait mieux que l'OHADA puisse introduire un acte uniforme spécifique pour les sociétés de capital risque, capital investissement? Merci. Merci, cher monsieur. Moi, c'est Simla Koué. Ma question est en rapport avec la complexité liée
à la diversité en fait des tests pour gérer les questions relatives donc à la problématique qui a été soulevée. Quelle pourrait être l'approche d'une autre forme d'harmonisation pour pouvoir rendre plus aisée la création ou la gestion de toutes les sociétés en fait dans l'espace, je vais dire au Rwanda. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, si le professeur Santos veut bien commencer à répondre aux questions. Merci pour ces questions. La première question concerne la société par action simplifiée. Est-ce que c'est une bonne formule pour les entreprises de capital investissement? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne formule parce que les entreprises de capital investissement viennent de partout, enfin, ce sont des situations diverses. C'est-à-dire que le fonds commun de placement n'a rien à voir avec une société. C'est-à-dire que le fonds commun de placement est simplement une copropriété entre ceux qui participent à ce fonds commun. Donc les organismes de placement ne sont pas forcément sous forme de société. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le législateur lui-même a créé dans le règlement de l'autorité régionale, il a créé la SICAV, la Société d'investissement à capital variable. Donc il y a des sociétés qui existent. Maintenant, est-ce que la SAS convient? La SAS si on fait le choix d'une société, la SAS est une société qui peut convenir, surtout si elle a un capital variable. Mais la SAS peut convenir au fonds d'investissement, si vous voulez. Mais la SAS est difficile à mettre en œuvre pour des petites entreprises parce que on a dit que c'est la liberté. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien, il faut construire tous les statuts, il faut écrire pratiquement tout, il faut faire des choix. Alors que quand on choisit une SARL, on a quand même des modèles, c'est assez dirigiste, donc c'est beaucoup plus facile pour une petite entreprise de choisir une SA ou une SARL. C'est plus difficile à mon sens de choisir une SAS. Maintenant, est-ce qu'il faut un acte uniforme spécifique pour le capital à risque? Bon, je n'ose pas le dire parce que c'est une matière partagée. La structure, de façon générale, relève de l'OHADA. Mais lorsque la structure est spécialisée, elle quitte le terrain de l'OHADA pour aller sur le terrain de l'autorité des marchés financiers. Bon. Donc alors, peut-être qu'il faudrait faire comme on a fait pour le Cisco-OHADA, avec l'UMOA et l'OHADA, on a fini par trouver un terrain d'entente pour élaborer un acte uniforme qui est commun à ces structures. Peut-être que ce serait la solution. Mais une solution beaucoup plus simple est que l'un tienne compte de l'autre, qui est des renvois. On ne voit pas pourquoi chacun des législateurs de ces organisations reste dans son coin et dit ça c'est mon domaine, donc je fais tout ce qui relève de mon domaine. Ils peuvent se concerter, ils peuvent faire des renvois. Pour ce qui concerne par exemple la SICAV, on pourra dire par exemple les autres dispositions sont celles de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Alors la complexité des textes, oui, la complexité des textes est un peu normale parce que quand même les mécanismes de capital investissement sont des mécanismes complexes. Et dans tous les pays, on a un code monétaire qui régit ces textes-là. Mais dans le code monétaire, on renvoie au code des sociétés, au code de commerce pour ce qui concerne la structure des sociétés. Donc la complexité des textes, elle est tout à fait... Enfin, je ne dis pas qu'on doit rechercher la complexité des textes, c'est parce que l'entreprise de capital risque n'est pas une réalité unique.
c'est une réalité plurielle. Donc elle fait intervenir plusieurs types d'organisations. Le professeur me le permet, puisque c'est lui la star. Hein. J'aimerais juste préciser que il y a quand même un certain nombre de réserves à multiplier la mise en place d'actes uniformes spécifiques. Personnellement, je pense que l'OHADA a mis en place un cadre qui a été exposé tout à l'heure, un cadre pour les entreprises de capital investissement. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un acte uniforme spécifiquement réservé au capital investissement? Personnellement, je suis plutôt dubitatif. Alors, je pense que aussi par rapport à la diversité des textes, il y a eu un effort qui a été fait. Ce matin, j'en discutais avec Madame Thiao. Par exemple, le Sénégal que je connais, et je suis qu'au Togo également, il y a une loi uniforme sur les entreprises d'investissement à capital fixe. Donc, quand on prend cette loi uniforme, vous avez des entreprises qui font dans le capital risque et dans le financement en fonds propres. Donc, il y a quand même, disons, un soubassement juridique, n'est-ce pas, un cadre juridique qui existe. Et puisqu'on parle également de loi uniforme, au Sénégal, nous avons la loi bancaire de 2008, et je suis sûr qu'au Togo également, il y a une loi bancaire, n'est-ce pas? Il suffit simplement de prendre l'article 10 de cette loi pour vous rendre compte que les différents législateurs ont procédé à des renvois quand tu parles des établissements financiers de capital risque ou des établissements d'investissement en fonds propres. Donc il y a quand même un soubassement juridique qui existe. Maintenant, il suffit simplement d'articuler avec l'OHADA. Et pour moi, la question n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Il l'a dit tout à l'heure. Il suffit de coordonner, n'est-ce pas, soit avant la prise de texte, n'est-ce pas, soit simplement procéder à des renvois de part et d'autre, que ce soit les textes de lui ou moi qui renvoient, ou les textes de l'OHADA qui renvoient. Donc, la question de la complexité peut être véritablement déjouée. Donc, est-ce que nous pouvons avoir une quatrième personne? Merci, doyen, pour la présentation. Au cours de la présentation, le doyen a dit, quand il était étudiant, il n'y avait pas cette thématique de l'heure. Mais je voudrais le rappeler aussi, quand il nous avait enseigné, il n'y avait pas cette thématique de l'heure. Ok. Ma question au doyen est que, est-ce que le capital financement peut-il soutenir durablement la croissance des entreprises? Est-ce que le capital financement peut-il soutenir durablement la croissance des entreprises? Autant de questions qui me taraudent, mais je souhaiterais m'en tenir là. Merci. Féliciter le professeur pour son intervention. Je suis Thérèse Donou, avocat associée à la SCP Marcel Akapo. J'ai une préoccupation plutôt d'ordre pratique. Nous avons de plus en plus remarqué ces derniers temps que les entreprises ou les banques de l'espace OHADA ont tendance à aller vers la finance islamique. Est-ce que l'OHADA a prévu un cadre de réflexion, de discussion en vue d'adaptation, en vue de l'adaptation de ces tests à la finance ou au financement islamique? Telle est ma question. Je vous remercie. Je suis Madame Dubo Asseto. Je viens du Burkina Faso. Je remercie la présentation du professeur Santos. Selon moi, quand on parle d'investissement et de financement, il y a toujours le problème des garanties qui se posent. Nous, les petites et moyennes entreprises, quelles sont les dispositions qu'ils ont déjà engagées pour que ces entreprises puissent bénéficier de ces financements? Merci. Merci, madame. Désiré Bénisson. Merci, professeur, pour cette présentation. Je suis souvent un peu confus quand j'entends
fonds d'investissement, capital d'investissement, je ne sais pas si c'est un problème de sémantique, parce que je me dis que ce sont aussi des entreprises. Et souvent, je me pose la question, elles ont quel statut? Est-ce qu'elles ont un statut juridique qui n'est pas reconnu dans notre OHADA? C'est la première question que je me pose. Deuxième question, quelles sont essentiellement les questions qu'un promoteur doit se poser quand il est face à un capital investissement pour mieux cerner le partenaire à qui il va offrir son capital? Merci. Merci. Je crains de ne pas pouvoir répondre à certaines questions qui dépassent mes compétences. Alors, la première question difficile est de savoir si le capital d'investissement peut soutenir durablement une entreprise. Vous avez des exemples, hein, vous avez des success stories autour de vous. Vous avez par exemple Orabank, qui a complètement changé. Vous avez, ce sont les fonds de pension qui ont pris Orabank et qui sont en train de valoriser l'entreprise. Ils vont valoriser l'entreprise pendant un certain temps. Une fois qu'elle aura atteint une croissance respectable, cette entreprise sera vendue. Ils vont réaliser un bénéfice sur cette opération. Donc alors, oui, l'investisseur n'a pas envie de perdre son argent. Donc, il va sélectionner le projet, il va sélectionner, oui, le business dans lequel il va engager ses fonds, parce que lui aussi fait une opération risquée. Il prend des risques. Donc alors, il ne faut pas penser que une fois qu'il va partir, tout va tomber à l'eau. Non. Je ne pense pas, ça pourrait arriver. Mais je laisse la parole à des personnes mieux indiquées que moi pour répondre à ça. Alors la finance islamique, ce qui caractérise la finance islamique, à ma connaissance, c'est une finance éthique. C'est ça, c'est surtout l'éthique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas investir dans certains business. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir dans une brasserie quand même. Bon, si on est musulman, par exemple. Donc, c'est ce qui caractérise. Sinon, au niveau de l'école régionale supérieure de la magistrature, il y a des formations à la finance islamique. Mais il n'y a pas de forum où on discute de la finance islamique. Il y a des États comme le Sénégal, où la finance islamique est entrée dans les mœurs. Il y a des institutions comme le CESAC qui forment à la finance islamique. Donc, il y a quand même des initiatives dans la sous-région en faveur de la finance islamique. Mais au niveau de l'OHADA, à ma connaissance, strictement au niveau du secrétariat permanent, je n'ai pas entendu parler de finance islamique. Alors, Madame du Burkina s'inquiétait pour les garanties. Il y aura une intervention sur les garanties. Il est vrai qu'un fonds d'investissement ne peut pas s'intéresser à une société si la société ne présente pas de garantie. C'est vrai qu'on va exiger des garanties. Mais le fait de participer aussi au capital, d'accord, pour le capital investisseur, c'est aussi une garantie. C'est ça. C'est aussi une garantie. Alors maintenant, fonds d'investissement, quel est leur statut? C'est ça. Alors, bon, les fonds d'investissement n'ont pas de statut juridique avéré. Les fonds peuvent être une société. D'accord? Ça peut être des organismes de placement, des copropriétés, tout simplement. Donc il n'y a pas de... Donc le terme fonds de société, fonds d'investissement désigne en fait une catégorie d'entreprises qui ont pour vocation de participer au financement des entreprises en participant au capital ou alors en souscrivant des valeurs mobilières, donnant accès au capital. Alors, quelles questions se poser lorsqu'on est en face d'un fonds d'investissement? Je pense qu'il y a ici dans la salle des spécialistes qui sont là et qui vous entretiendront de ces questions-là. Je pense que ça dépasse un peu mes compétences. Donc, je laisse la parole au spécialiste. Bon, vous êtes un spécialiste.
je vous conseillerais personnellement de vous poser une seule question. Est-ce que je risque de perdre mon entreprise parce qu'il pourrait y avoir une cession de contrôle? Étant entendu que la plupart du temps, le capital investisseur, il prend simplement une participation minoritaire. Donc, on pourrait se dire que sur le principe, puisque c'est une participation minoritaire, donc il n'y a pas de risque de perte de contrôle de l'entreprise. Mais attention, parce qu'il peut y avoir des pactes d'actionnaires qui permettent à l'investisseur de contrôler le fonctionnement, n'est-ce pas, de la société. Par exemple, un investisseur peut avoir un droit de veto. Donc, avant la prise de décision stratégique pour l'entreprise, il faut impérativement que l'investisseur soit informé. Voilà. Donc, c'est quelques-unes des réponses. Et relativement au... Est-ce que l'OHADA a mis en place un cadre juridique pour la finance islamique? Je rejoins le professeur Santos. Disons, il n'y a pas véritablement un cadre spécifique. On peut rester maintenant dans les généralités. Et en restant dans les généralités, il a dit que la finance islamique, c'est de l'éthique. Or, l'OHADA s'inscrit également dans la logique éthique. Quand on parle de gouvernance d'entreprise ou de gouvernement d'entreprise, et là, c'est simplement une question d'interprétation pour dire que l'OHADA est favorable, même s'il n'y a pas de texte spécifique, mais l'OHADA quand même est favorable à la finance islamique. Et je vous renvoie véritablement à l'article 831-2, alinéa 2, où on parle de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, où on parle spécifiquement de code de gouvernement d'entreprise. Donc l'OHADA est favorable à la finance islamique, même s'il n'y a pas un texte spécifique voilà, sur la finance islamique. Mais c'est sûr qu'on va aller vers ça, puisqu'il y a quand même des formations de l'enseignement sur la question. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, de prendre une pause. Et nous remercions le doyen Santos pour sa belle présentation.